Donc, un point important sur Windows Server 2012, on parle beaucoup de serveurs qui sont préparés pour le cloud computing. Donc, c'est une notion qui est importante à connaître. Aujourd'hui, elle est bien ancrée dans le monde de l'infrastructure informatique. Donc, tous les métiers d'ingénierie système ou d'administration système utilisent ce mot régulièrement, savent de quoi on parle. C'est important ici d'en parler parce que si vous souhaitez passer les certifications, donc pour rappel, ce sont les 410, 411, 412 et 417 qui sont concernés. Ces certifications font appel justement à vos compétences et à vos connaissances sur l'environnement cloud. En particulier pour les premières, donc les 410, 411, 412 et 417, elles vous demanderont surtout de savoir ce que c'est et dans quel cas il vaut mieux utiliser du cloud computing et dans quel cas il vaut mieux utiliser un serveur local. Différence donc entre un serveur local et un serveur qu'on utilise au travers du cloud computing. Les serveurs locaux sont installés sur votre site ou dans votre data center au travers d'un lien WAN, alors que dans le cloud computing, vous accédez à une ressource qui est hébergée par un tiers, donc qui n'est pas de votre société, qui est hébergée par un tiers et qui vous l'offre en tant que service. Il existe pour des serveurs locaux une réelle nécessité à en avoir toujours sur site, c'est-à-dire que ça ne va jamais disparaître. Un exemple simple, si vous souhaitez accéder à Office 365, vous avez besoin d'avoir quand même un accès à Internet. Pour avoir cet accès à Internet, vous avez toujours besoin d'avoir une adresse IP, d'avoir des équipements qui assurent le routage et qui vous permettent d'aller vers Internet. Eh bien, ces services de base, lorsque vous êtes dans une entreprise, dans les bureaux, il faut qu'ils soient également fournis. À la maison, c'est votre Livebox, la box de votre FAI. Au bureau, vous aurez forcément un serveur chez HCP. Vous aurez une sécurité à mettre en place qui sera donc liée à de l'Active Directory. Vous aurez de la résolution de nom, donc du service DNS. Ces systèmes-là seront toujours présents. D'une façon ou d'une autre, sur site, vous les avez. Il y a un autre point également qui est important. Est-ce qu'il est pertinent de demander à un utilisateur qui est sur site d'aller ouvrir un fichier conséquent sur un serveur hébergé dans le cloud, sachant que les liaisons web sont en général facturées, comment dirais-je, sur des débits non garantis. Donc rien ne garantit que le fichier s'ouvrira vite ni dans de bonnes conditions. D'autre côté, vous avez une imprimante qui est à 5 mètres de votre bureau. Est-ce que c'est pertinent d'envoyer le trafic réseau pour l'impression au travers d'Internet, puis de le faire revenir vers votre imprimante? Ça, c'est ce que s'offrirait une solution cloud computing. La réponse est non. Donc vous aurez toujours des services présents dans les locaux. De l'autre côté, donc, pour le cloud computing, vous avez trois types de cloud qui existent. L'infrastructure as a service, IaaS, le platform as a service, PaaS, et le software as a service, SaaS. Quelles sont les différences entre les trois? L'infrastructure as a service, on vous met à disposition une plateforme qui vous permet d'installer vos propres serveurs. Donc c'est des serveurs virtuels en l'occurrence. Il vous permet d'installer vos propres serveurs, de faire ce que vous voulez avec. D'accord? Donc vous achetez en fait de l'informatique, de l'infrastructure en location à un fournisseur d'accès au travers d'une console. L'exemple type chez Microsoft, ce serait la solution Azure. Platform as a Service, PaaS, cette fois-ci, vous achetez un ensemble de briques qui correspondent à une plateforme précise. Par exemple, dans Azure, vous pouvez acheter du Platform as a Service qui s'appellerait Azure SQL. Cette plateforme vous permet de monter directement des bases de données SQL sans avoir besoin pour autant d'en administrer les serveurs, donc le système. Vous ne vous concentrez que sur le métier qui vous intéresse, la base de données. Vous avez aussi également, en exemple, Azure Active Directory, qui vous permet d'exploiter directement une infrastructure Active Directory sans avoir à gérer les problèmes de réplication, les contrôleurs de domaine, les sites et les services, etc. Enfin, la troisième option, le software as a service, cette fois-ci, vous ne vous préoccupez pas de l'infrastructure et des plateformes qui sont nécessaires pour faire tourner une application. Exemple type pour une plateforme software as a service, Office 365. Dans cette solution, vous avez plusieurs serveurs qui vous apportent des rôles tels que l'Active Directory pour l'authentification avec Azure AD, Lite en l'occurrence. Vous avez également une plateforme as a service avec des bases de données SQL, du SharePoint. Tout ça, ça fait partie d'un même bundle qui est Office 365, qui est le software as a service que vous avez accédé. Quand vous faites du cloud computing, vous devez également garder à l'esprit qu'il existe deux types de structures, les structures publiques et privées. La différence est très simple.
Dans une structure privée, il n'y a que vous, votre entreprise, qui pouvez accéder aux ressources qui sont fournies, qu'elles soient IaaS, PaaS ou SaaS. Alors que dans une structure publique, ces ressources peuvent être partagées avec d'autres partenaires, qui donc par conséquent peuvent accéder aux mêmes données que vous. Une nouveauté donc qui est apparue depuis Windows Server 2008 et qui est qui est beaucoup mise en avant avec Windows Server 2012 et R2, c'est l'installation minimale. Alors, l'installation minimale, c'est le fait de livrer un système sur lequel on n'a plus du tout la couche graphique habituelle avec son menu démarrer et son ouverture, toutes ces composantes graphiques. On les a retirées pour ne garder que le strict minimum, ce qui permet donc bien sûr de réduire les surfaces d'attaque, de réduire les vulnérabilités, de réduire les temps d'indisponibilité lorsque l'on fait des mises à jour, puisqu'on a moins de choses à mettre à jour. Ce sont donc une solution que Microsoft pousse en avant, puisqu'elle permet d'avoir des plateformes qui sont stables, qui sont sécurisées au maximum et qui ont une haute disponibilité. Alors, bien sûr, pour un administrateur, quand il doit installer une application ou configurer un service, il aime bien son interface graphique, il est habitué depuis longtemps à ça, et puis c'est plus sympa que la ligne de commande parfois. Donc il est tout à fait possible, et ça c'est une nouveauté par rapport à 2008, vous pouvez faire une montée de version de la forme minimale vers la forme graphique qui existe sous deux versions. Donc ça, c'est expliqué dans la vidéo que je vous ai demandé de voir. De l'autre côté également, c'est devenu l'option par défaut. C'est-à-dire quand vous installez, quand vous choisissez la version, par défaut, il vous met toujours sur la version minimale. Vous devez connaître pour les certifications la commande sconfig.cmd. Je vous montrerai tout à l'heure un exemple d'écran de ce qu'elle fait. Elle vous permet en fait tout simplement de configurer le serveur une fois qu'il est installé. Vous pouvez également gérer un serveur qui est en configuration minimale à distance comme d'habitude, que ce soit par une prise de main à distance avec RDP par exemple, ou que ce soit en PowerShell avec le Windows Remote Management, WinRM, dont on va reparler. Donc depuis 2008 est apparu deux notions fondamentales que je veux absolument rappeler parce qu'elles sont essentielles pour la certification, donc les rôles et les fonctionnalités. Donc déjà, qu'est-ce qu'un rôle? Les rôles, c'est ce que le serveur offre comme service au client, pour faire simple. Donc un serveur web est un rôle puisqu'on offre un moteur web que le client va accéder au travers de son navigateur. L'Active Directory est un rôle puisque c'est une méthode d'authentification que l'utilisateur va utiliser à chaque ouverture de session. Un service de certificat, c'est aussi un service, pardon, un serveur de certificat est aussi un service qu'on offre, d'accord? Donc un rôle, ça va utiliser forcément des fonctionnalités dont il a besoin, d'accord? Donc quand vous allez utiliser le gestionnaire de serveurs et que vous allez ajouter plusieurs serveurs dans votre gestionnaire, les serveurs seront regroupés automatiquement par rôle. Alors, si je vous montre, j'en ai pas sous la main, mais lorsque l'on vient sur un gestionnaire de serveurs comme celui-ci, vous voyez ici on a All Servers, donc là j'en ai deux qui sont mis ensemble, qui ont tous les deux un seul rôle d'installer, qui est le File and Storage Services. Et lorsque je sélectionne File and Storage Services dans Serveur, je retrouve juste les serveurs qui sont concernés. Si j'avais eu davantage de serveurs, dans All Servers j'aurais eu une plus grande liste et j'aurais eu plusieurs rôles installés ici, ce qui m'aurait permis en fait de gérer les serveurs directement. Alors, on a vu ce que c'était qu'un rôle, mais qu'est-ce qu'une fonctionnalité? La fonctionnalité est à l'inverse du rôle un service ou une fonction qui est installée sur le serveur, mais qui n'apporte pas directement un service au client. Exemple, Windows Server Backup n'est pas un service que le client peut appeler depuis son poste client ou depuis un autre serveur. Il faut être sur le serveur pour en avoir besoin et pour l'utiliser. Le client Telnet, même chose. Donc on rappelle deux points importants, ça c'est surtout pour la certification. Un rôle peut avoir des fonctionnalités comme dépendance. Alors pourquoi c'est important de le savoir? Si vous devez faire une installation en mode graphique et que vous décidez de passer en installation en mode interface minimale, les dépendances pour les rôles avec les fonctionnalités sont importantes. Lorsque vous passez en interface minimale, vous supprimez des fonctionnalités. Alors je vais vous montrer. Hop, si vous venez ici, si vous venez dans Tools, je vous dis une bêtise, voilà, Remove Roles and Features, Next. Donc là je vais prendre le serveur sur lequel je suis. Je vais aller dans
fonctionnalités, features en anglais. Et si je descends ici, vous avez User Interface en Infrastructure. Vous devez désactiver le Graphical Shell et ne garder que le Graphical... non, pardon. Vous gardez le Graphical Shell et vous désactivez le Management Tool. Enfin bref. En désactivant ces options-là, automatiquement, vous vous retrouvez avec un serveur qui n'aura plus un certain nombre de fonctionnalités comme la MMC ou tout ce qui fait appel au moteur web et .NET. Résultat, certains rôles ne pourront pas fonctionner. Typiquement, le rôle Windows Server Update a besoin d'un moteur web et ne fonctionnerait pas en mode core. Cette démonstration conclut donc notre vidéo. La prochaine fois, nous verrons ensemble l'administration de Windows Server 2012 R2 et en particulier le gestionnaire de serveurs, ce que l'on peut faire avec, comment par exemple on peut configurer des services ou bien activer la gestion à distance de Windows. Merci à tous de m'avoir suivi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.